Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous revenons pour l'avant-dernier, l'antépénultième podcast de cette saison 2026, puisqu'il nous reste les finales de conférence, il nous reste la semaine prochaine, le retour sur les prédictions de la saison. Et oui, bien évidemment. Il faut que je prévienne Mathieu qui soit avec nous. Et il nous reste encore ensuite la grande preview du Super Bowl à gérer. Et ensuite, ça en sera fini de la saison 2026. Il ne reste plus beaucoup de petits podcasts, hein. Mais rassurez-vous, on sera là pendant toute l'intersaison, hein. On va pas bouger. On va pas vous abandonner. Yaya fera le gardien des eaux, à mon avis. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Et oui, tu préfères quoi? Tu préfères un ou deux podcasts dans la semaine? Ça, c'est une vraie question. Et voilà. Donc, Tu préfères jouer chez les Jets ou chez les Browns? tu spoil tout de suite les questions que j'ai. Que t'as préparé? Tu préfères te faire virer par les Jets ou par les Browns? Qu'est-ce qui est le pire? C'est le genre de questions que vous retrouverez, questions existentielles que vous retrouverez pendant cette intersaison 2026. Avec moi aussi, le fidèle des fidèles, toujours fidèle au poste, mon Seb est là. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et oui, c'est vrai que nous allons bientôt nous quitter cette saison NFL pour un monde meilleur, mais on sera présent encore à l'intersaison pour continuer à raconter des bêtises ou répondre aux questions particulièrement intelligentes de Yaya. Vous avez eu un échantillon il y a une minute. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait peu pour retenir son audience. Toujours est-il que, avant tout ça, il y a quand même les Conference Championship, hein, qui s'amène là, week-end. Donc on va en parler. Avec deux matchs qui sont pas piqués des hannetons et pas piqués des bisons non plus, hein. Moi, je vous le dis, ça va être assez sympathique à suivre. On va vous dérouler le programme et on va vous faire une ou deux petites annonces aussi avant de parler de ces finales de conférence. Mais nous avons un quatrième larron dans cette fois, qui n'est pas Vince, qui est toujours chez l'orthophoniste à 7h. Nous sommes avec mon Bertrand, parce qu'on s'est dit, on va prendre un spécialiste des playoffs, un autre fan des Giants. Salut mon Bertrand, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Yaya, bonsoir Seb. Eh ben écoute, ça va, on essaye de faire au mieux. On a eu des bonnes nouvelles avec l'arrivée de John Harbaugh du côté des Giants. C'est ce qui nous a ravis du côté des fans des Giants. Et puis oui, on va parler d'un sujet que nous connaissons très peu avec Yaya en ce moment, les playoffs pour le coup. Peut-être qu'on va les connaître de nouveau l'année prochaine, ce qui serait vraiment au top pour le coup. Mais on va peut-être parler de Bison, parce que j'ai vu que vous étiez passé dans c'est notre Top Chef, la passion du bison. On va appeler ça maintenant, on va appeler ça Tailgate. Et puis au final, on va peut-être avoir des nouvelles recettes de nos amis. Et on verra bien si tout ça colle bien pour la... Qui dit recette, dit soirée du Super Bowl, dit consommation, et dit... Oui, mon cher Seb. Je voulais poser une question à Bertrand, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. Ce projet de 7 victoires du côté de New York, ça en est où? Dis-moi, parce que j'ai pas eu l'impression que ça avançait des masses cette saison. Alors écoute, ce projet de victoire, c'est un peu comme le viol qu'a subi les 49ers 41-6 là récemment, c'est-à-dire que il est arrivé comme on l'attendait. Au final, et pour le coup, moi je parlais de cette victoire, mais à partir de l'année prochaine, si tu veux, au moment où je savais que John Harbaugh allait arriver, donc je savais qu'il allait mettre sa patte et que d'office il allait pouvoir permettre à l'équipe de gagner. Donc si tu veux, voilà, j'ai un peu anticipé les choses au final, mais bon, après, pour le coup, ça viendra sûrement un jour. Je pense que John Harbaugh mettra sa patte. Attends, juste une chose, Flav. Bertrand ne répond pas à ces fielleux qui n'ont toujours pas vu la lumière, qui aiment soit des clubs qui ont gagné au XXIe siècle, soit qui ont gagné par accident un Super Bowl. Ne leur réponds pas. Non, surtout que je me permets quand même, vis-à-vis de Seb, je ne réponds pas. Mais en plus, qu'est-ce qu'il a contre les... Vis-à-vis de Seb, je ne peux pas me permettre trop d'être fielleux, comme dirait Yaya, pour la simple et bonne raison que j'adore les 49ers aussi, et que ça m'a fait plutôt mal au cœur de voir la fessée qu'ils ont prise ce soir-là, pour le coup. Donc voilà, vous aviez déjà fait plaisir
en sortant les Eagles. C'était déjà vraiment ça, big up amour à Sam. Mais pour le coup, non, là, ça m'a fait du mal de voir le Lumen Field exploser au niveau sismique après le touchdown de Rachid Shahid, qui ne sert à rien. Flav, non, qui sert à quelque chose. Il faudra quand même le dire à Wake à un moment donné. Ah bah, ça, c'est que de la chance. S'il a fait son retour de coup de pied, ce n'est que de la chance. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que vous m'avez tous coupé mes lancements là dans l'affaire. Je te rappelle, Yaya, que tu viens de dire que Seb avait gagné des Super Bowls au 21e siècle, ce qui fait pas si longtemps du coup, puisque Non, de ce il n'en fait, a pas gagné au 21e Non, mais tu as siècle. dit ceux qui aiment les franchises qui ont gagné au 21e siècle. Qui n'ont pas gagné. Ah bah, mais tu n'as pas mis la négation. Et non, j'ai mis. Oui, mais toi, vu que tu es négationniste, hein, bon, bah voilà. Hein. N'importe quoi. Donc je disais, on parlait de bison, on parlait de consommation, on parlait de soirée du Super Bowl. L'occasion pour moi de vous dire que il n'y a pas la soirée du Grand Rex au Grand Rex du Super Bowl, mais il y a une soirée des Paris Musketeers avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, et ça se passera au bar O'Sullivan à la Bastille. J'y serai avec Charles, le boss de TPO. On y sera avec Nathieu aussi, on y sera avec Waik probablement aussi. Bref, voilà, on aura peut-être Yaya, mais bon, on essaye d'attirer du monde, donc on va pas trop te citer. Je peux me mettre torse nu, moi, pour attirer du monde. Voilà, et c'est ainsi que je viens de recevoir un texto des mousquetaires qui me disent qu'ils annulent la soirée. Non, blague mise à part, la soirée aura bien lieu donc au bar O'Sullivan. Si vous avez envie, vous allez sur les réseaux sociaux des mousquetaires et vous aurez toutes les informations pour prendre vos places et venir vivre le Super Bowl 60 avec nous. Voilà pour les infos. Deuxième petite info, en plus, nous nous retrouvons en live sur Twitch à 21h dimanche pour commenter le match entre les Broncos de Denver et les New England Patriots. Match que nous allons précisément commencer à analyser maintenant. Des Broncos de Denver, numéro 1 de la conférence AFC cette année, celles qui vont rencontrer les New England Patriots. C'est le numéro 1 contre le numéro 2. Presque une affiche de rêve, finalement, si on ne regarde pas les joueurs sur la pelouse. Alors oui, le casting sur la pelouse, on va y revenir pour un point sur un point précis. Je ne veux pas faire de spoiler, mais ceux qui savent, n'est-ce pas Vince? En effet, numéro 1, numéro 2, des Patriots qui sont sur une ascension fulgurante cette saison. L'arrivée de Mike Vrabel en head coach a vraiment déclenché quelque chose, amené une pierre de plus à la reconstruction en cours, reconstruction qui a quand même été douloureuse pour New England. Ils ont trouvé leur homme avec Drake May. Est-ce que ça en fait les favoris du match? Pas sûr, quoique. Alors déjà, du côté de New England, il faut regarder un petit peu, en particulier sur ces playoffs, ce qui vont pouvoir être leurs forces sur ce match. Et moi, je pense à 3 points en particulier. Le premier, c'est une défense qui a été très perdante en playoff. 61 yards alloués en 30 pour le jeu au sol, ça fait une moyenne de 2,03 yards par porte leurs adversaires, 9,8 points concédés par match, toujours dans ces plays. 5 ballons volés à Houston la semaine dernière. Ça vous pose quand même quad qui est en plein boom au bon moment. Il y a bien sûr du côté de l'attaque Drake May, leur quarterback, qui est leader de la en rating et en pourcentage de complétion, qui fait une année digne de MVP. Est-ce qu'il aura le titre? C'est encore un peu pour le savoir, parce que de l'autre côté, il est dans les finalistes. Dans l'autre finale de conférence, il est dans les finalistes, mais il y a quand même un très sérieux candidat de la NFC aussi. On y reviendra. Toujours dans cette attaque, un joueur qui est peut-être un des plus sous-évalués de la ligue, c'est le receveur Keishon Boutte, 33-51 yards, 6 touchdowns en cours de saison, et son catch à une main contre Houston pour sceller le match, c'était son 4e touchdown de l'année sur 6 marqués, sur un tracé long, sur une fade, et en plus il réalise ce catch devant un des meilleurs cornerbacks de la ligue, c'est Derek Stingley Jr. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui plaident en la cause des Patriots. Il ne faut pas oublier une chose également sur leur défense, un petit point que j'ai oublié.
en saison régulière, New England n'a alloué que 4 jeux de très longue distance. Très longue distance, on entend 40 yards ou plus. Donc, les jeux explosifs, qui que ce soit en face, ça passe pas contre New England. Et Denver, vu le petit handicap qu'ils vont avoir en attaque, si je peux exprimer ainsi, ils auraient bien besoin que des joueurs génèrent des jeux explosifs. Alors, on va se concentrer d'abord sur les Broncos et puis on parlera un peu plus des Patriots après. Sur les Broncos, on a effectivement, on le dit à demi-mot depuis tout à l'heure avec Seb, mais mettons les pieds dans le plat, dans le chili de bison. Il faut, mettre les pieds dans le plat. Il n'y aura pas Bonix. Bonix ne sera pas là. Jared Stidham sera le quarterback titulaire des Broncos. Déjà, Yaya, sur le fait d'avoir conservé, si j'ose dire, Jared Stidham, on a entendu des rumeurs plus ou moins folles de joueurs qui pourraient finalement arriver en renfort, sortir de leur retraite même, etc., etc. Est-ce que pour toi, c'est le bon choix d'avoir gardé Jared Stidham et de dire, allez, on y va comme ça? C'est-à-dire qu'il connaît le playbook. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend le playbook une semaine avant, c'est un petit peu compliqué à arriver à ce moment de playoff. Est-ce qu'on a envie d'avoir son backup à ce moment-là de la saison? Non. Est-ce qu'on prie pour qu'il fasse le match de sa vie? Oui. Il y en a qui ont gagné avec Nick Foles. Hein. Ouais, oui, tout à fait. On est d'accord. Et ou Jeff Hostetler en 1991. Voilà. Attends, qui moins de 20 ans n'ont pas connu. Tout à fait. Trent Dilfer. De Dilfer en 2000 avec les Ravens, par exemple. Ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, c'est déjà arrivé. Après, il va falloir pouvoir pallier les manques de cette attaque. Et donc, sans leur quarterback titulaire, ça va être compliqué. Mais il y a un avantage, c'est que peut-être que New England ne saura pas où va aller Jared Stidham, même s'ils l'ont drafté, ils connaissent le bonhomme, ils ont une carte sur lui, ils savent exactement qui il est comme quarterback, quelles sont ses habilités, tout ça. Mais là, avec qu'est-ce que va sortir du chapeau Sean Payton? Alors, le truc, c'est que il y a un blessé de longue date, c'est J.K. Dobbins, qui aurait pu soulager et qui ne sera pas là non plus. Il faut rappeler que le jeu de course est 16e seulement en gain, c'est 116 yards par match face à la 6e défense du côté des Patriots avec 98 yards encaissés. C'est une défense plutôt efficace contre la course et ça peut gêner. Quelque chose qui est bien par contre, mon Bertrand, c'est que les Broncos, c'est la deuxième meilleure ligne offensive en nombre de sacs autorisés. Ils n'autorisent que très très peu de sacs. Ils en autorisent 1,3 en moyenne par match et seulement 6,9 yards. Donc on peut penser que Jared Stidham finalement sera plutôt bien protégé. Alors, c'est un peu ce qu'on souhaite de toute façon pour Jared Stidham, pour que ce match-là ne tourne pas dans un fiasco terrible pour les Broncos. C'est sûr que la protection, elle est là. Maintenant, si je fais un check-up un peu de la ligne offensive justement qui est prévue, on va dire, pour ce jour-là, on a quand même quelques joueurs qui sont blessés. Alors, ça peut être souvent aussi des backups qui rentrent sur le terrain à un moment donné pour apporter leur pierre à l'édifice durant tout le match. Il y a la base avec Mike Glichley qui est là. Il y a Ben Powers aussi, qui est la base également de cette ligne offensive, mais on a quand même Matt Peart qui est blessé, on a Gargiulo qui est blessé, et Forsyth qui est questionable. Donc on est sur une base de ligne offensive qui n'est pas à son optimum également, de toute manière. Et même si elle permet de faire une protection à Jared Stidham, on a quand même, quand on voit en face du côté des Patriots, comme vous disiez sur certains autres podcasts, que le pass rush de New England n'était pas foncièrement peut-être le plus fort de la ligue, on a quand même quelque chose d'un peu terrifiant quand moi j'ai vu la prestation des Patriots sur le dernier match, où on a vu une équipe, un CJ Stroud qui courait quand même pour s'habiller la plupart du temps. Donc on a effectivement cette possibilité, surtout avec un Sean Payton qui coach excellemment bien en match de play-off,
Tu es bien placé pour le savoir, Flav, parce qu'il a quand même officié du côté des Saints pendant de nombreuses années, et juste l'expérience qu'il a par rapport à tout ça. Je suis persuadé qu'il sera capable justement de faire en sorte de protéger son quarterback, de le mettre sous une protection qui fera qu'il sera moins inquiet durant toute la rencontre face aux Patriots. Maintenant, il y a le fait que certaines blessures pourront être handicapantes sur la longueur du match, et qu'à un moment donné, ça joue aussi, et que New England appuie justement sur ce qui fait mal en mettant la même pression qu'ils ont essayé de mettre sur CJ Stroud dimanche. C'est vrai qu'on a vu une grosse pression sur CJ Stroud dimanche. Après, la ligne offensive des Texans, c'est quand même c'est quand même pas très costaud, hein, on va pas se mentir. Mais c'est parce que statistiquement, le pass rush des Patriots cette saison, c'est seulement la 25e équipe en nombre de sacs produits. Donc c'est pas délirant, hein, c'est 2,3 sacs par match. Mais c'est vrai que sur ces playoffs, on a l'impression quand même que la pression, parce qu'on l'avait vu aussi contre les Chargers avec un Justin Herbert qui s'est fait martyriser pendant une bonne partie du match. Mais encore une fois, on en revient là. La ligne offensive des Chargers, c'est pas celle des Broncos. Là, c'est clairement. Et puis les Chargers, quoi. Oui, mais ça, c'est pas... les Chargers, oui, c'est eux qui ont joué. Qu'est-ce que je dis? Non, mais attends, les Chargers. Oui. La ligne offensive donne des cartons d'invitation à tous les rushers de la ligue. Donc, allez-y, rentrez. C'est ce que je te dis, c'est que là, on a l'impression que les Patriots s'appuient sur un bon pass rush depuis le début des playoffs, mais en ayant joué la ligne offensive des Chargers et la ligne offensive des Texans, qui ne sont clairement pas celles des Broncos qui vont jouer ce dimanche. Si tu me permettre, je vais juste dire une chose. Je t'en prie. C'est que, surtout du côté des Patriots, il y a un cornerback dont on parle depuis des semaines et des semaines, Christian Gonzalez, exactement, qui fait en sorte que les receveurs, surtout le receveur, il prend toujours le receveur 1 et fait en sorte que le quarterback a besoin de plus de temps, et ce qui fait que si la ligne est déjà poreuse, c'est plus compliqué, et il prend plus de temps. Donc la ligne a forcément besoin de plus de temps pour que les receveurs se démarquent. Et notamment, et ils sont tellement bien pris notamment par Christian Gonzalez que c'est forcément un avantage pour le pass rush du côté des Patriots. Moi, il y a deux choses qui me font un peu peur, hein, dans cette partie pour les Broncos. La première, c'est le jeu de course qui clairement est pas le jeu de course le plus terrifiant de toute la NFL. Autre chose qui me fait peur, c'est le nombre de pénalités qui sont concédées par l'attaque des Broncos. C'est tout simplement l'équipe la plus pénalisée offensivement de toute la NFL. Et ce genre de pertes de terrain qui peuvent arriver avec des faux départs, avec des interférences de passes offensives, avec des holdings, ça peut, dans un match de playoff qui est censé se jouer à pas grand-chose, ça peut quand même avoir une importance relativement capitale. Non, personne ne veut réagir, c'est très bien. Alors on passe au Broncos. Si, il y en a qui veulent réagir. Vas-y mon Bertrand. Oui, non, mais je ne voulais pas te couper la parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe que malheureusement, du côté des Broncos, on va perdre en certitude, rien que sur cette absence de Bonix, parce que s'il y a toujours une alchimie entre la ligne offensive et son quarterback, le fait que Bonix ne soit pas là, ça va, pour un match aussi capital que celui-là, puisque c'est vraiment l'accession au Super Bowl, ça va déstabiliser, je pense, un tant soit peu toute l'organisation de l'équipe. Et même s'il y a eu quelques jours qui ont permis de préparer cette rencontre, à un moment donné, Jarrett Stidham, il n'a pas les automatismes d'une saison entière, il n'a pas les automatismes d'un match de playoff qu'il a pu faire la semaine d'avant. Et au final, il va falloir que lui se mette dans l'énergie, dans la mise en pression d'un événement aussi important qu'un match de play-off pour une accession au Super Bowl, aussi pro qu'il soit. Je pense que ça va être une étape un peu compliquée pour lui
peut-être surtout sur les 15 premières minutes du premier quart-temps, parce que c'est là où, à mon avis, ça va être déterminant dès le départ, et ça risque d'être aussi bon qu'il soit, parce que je pense qu'il faut lui donner une chance malgré tout, parce que c'est pas un perdreau à la fin de 6 semaines. Au final, il va avoir, je pense, du mal à se lancer, et l'événement risque de dépasser un peu sa future performance, en tout cas, à un moment donné. Alors, moi, j'entends ce que tu dis, Bertrand. Il y a juste une chose, c'est que Drake May, c'est son premier match à l'extérieur en playoff. Tu vois, il y a aussi un côté où il y a un manque d'expérience du côté des Pats. Alors, c'est parce que c'est pas la franchise, c'est vraiment l'équipe qui est là. Il faut pas oublier que Mike Vrabel, il a toujours perdu à ce niveau de la compétition. Il n'a jamais été au-delà en tant que coach, hein. Pas en tant que joueur, mais en tant que coach. Il n'a pas été en tant que head coach, il n'a pas été au-delà. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de choses. Je pense que Sean Payton peut out-coacher Mike Vrabel. On sait. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Yannick, parce qu'effectivement, il y a des éléments qui me parlent là-dedans. Ça va être le premier match de Drake May de playoff à l'extérieur, d'ailleurs, pour ses Patriots. Il ne faut pas oublier que, comme tu l'as dit également, Yaya, c'est un effectif inégal. On pourrait même penser que ces Patriots ne sont peut-être pas assez aguerris, parce qu'on a beaucoup parlé de leur calendrier facile. Le premier match, l'opposition était franchement pas folle. Le deuxième match de playoff, j'entends, contre Houston, l'opposition en attaque du moins était pas forcément folle. Et là, on va se retrouver. Je vous rappelle que contre Houston, dont le pass rush est déjà redoutable, Drake May, il a commis 3 fumbles. Là, en matière de pass rush, il va se retrouver en face de lui avec encore la classe au-dessus. On parle du meilleur pass rush de la ligue. 68 sacs générés, avec Nick Bonito en 14 sacs, oui. Et derrière, tu as 2 autres joueurs, Jonathan Cooper et Franklin Myers, qui jouent en orange. 7 sacs ou plus. Il joue en orange, tout à fait, et avec un casque bleu. Voilà. Et on peut prendre n'importe lequel, il peut être défenseur de l'année, quoi. Voilà. Ouais. Defensive Player of the Year, exactement. Voilà. Donc, attention à pas vendre la peau de l'ours, même admettons soit très limité avec Jarrett Stidham. Si cette défense, elle arrive à leur donner des ballons dans des positions favorables, les points, ils peuvent tomber très très vite, hein, sur des drives de 30 ou 40 yards. Ça peut pleuvoir. Attention. Mon Bertrand. Oui, non, c'était juste en réponse. Pour l'instant, j'étais dans mon argumentaire sur le prisme uniquement des Denver Broncos et du fait qu'on présentait les Denver Broncos. Je pense, après, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, les arguments des deux, Yaya et Seb, à propos des Patriots, parce que je pensais qu'on en parlerait après. Maintenant, ils ont tout de suite. Moi, j'étais uniquement sur le prisme des Broncos et de leur production par rapport à ce match-là. Donc, oui, mais maintenant, après, tu peux parler. On va pouvoir développer sur les Patriots. Eh ben, tu peux maintenant, puisqu'ils ont commencé à en parler. D'accord. Alors, pour ma part, c'est clair que je rejoins ce que Seb a dit, et même ce que Yaya a dit globalement. On a une équipe qui va jouer à l'extérieur, qui est beaucoup plus inexpérimentée. On leur a reproché également, et c'est vrai que je pense que Waïk rebondira sûrement sur nos propos, on leur a reproché également d'avoir eu une saison régulière où ils ont joué la plupart des équipes qui avaient un bilan en dessous de 50%. Mis tout bout à bout, malgré les belles vidéos qu'on peut voir d'un Mike Vrabel se montrant très proche de ses joueurs, et en soi, ça ne lui retire en rien le fait qu'il y ait une très bonne ambiance et qu'il sait manager sa franchise pour pouvoir avoir des résultats, on est sur un effectif qui est très très jeune. On est sur un Drake May qui n'a pas non plus l'expérience, les joutes de matchs de play-off, et surtout à l'extérieur. Maintenant, je vais peut-être faire bondir Yaya qui va me dire non mais tu es devenu Patriots bandwagon ou un truc comme ça. Je trouve que malgré cette différence déjà entre guillemets
comment on appelle ça, de classement au final, s'il y en a une qui a fini first seed et l'autre deuxième, on a une équipe des Patriots qui, moi, je sens beaucoup plus, pas le mot aguerri, mais je dirais beaucoup plus déterminée, et qui me semble avoir retrouvé leurs belles heures qu'ils ont pu avoir pendant X années, toute cette période avec Tom Brady, et ils remettent le couvert sur une équipe bien équilibrée, bien organisée, qui tend à faire un match de playoff bien déterminé également, malgré leur jeunesse, malgré les éléments qui pourraient, entre guillemets, faire en sorte qu'ils échouent. Faut pas oublier qu'ils ont Stephen Diggs, qui reste un joueur d'expérience également dans leur effectif. Ils ont Harold Landry 3, qui est le joueur défensif d'expérience également. Et si on met tout ça au final les uns derrière les autres, si Drake May ne se perd pas à un moment donné dans une inexpérience au final par rapport à son match, moi je sens bien, je les sens capables, même si c'est à mile high, de passer le cap et de faire ce pas supplémentaire pour atteindre le Super Bowl. Non, il va pas dire que t'es un bandwagon finalement. Non, c'est un avis qui se défend tout à fait. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une équipe qui en veut plus, parce que je pense que New England ne pensait pas être à ce niveau-là à cette période de la saison. Donc pour eux, ils ont rien à perdre. Je pense clairement que, tu vas me dire que les Broncos ont des choses à perdre parce qu'ils sont first seed et tout, mais je pense que tu aurais dit en début de saison aux Broncos qu'ils arrivaient en finale de conf, en tête de série numéro 1, finale de conf à domicile, ils signaient des 2 mains, des 2 pieds, des 4 sabots et de tout ce que tu veux. Ouais, non, mais bien entendu. Mais aujourd'hui, je pense que le projet Broncos est plus installé que celui de. Plus avancé, oui. Ouais, alors que tu vois, depuis l'arrivée de Sean Payton, ça a quand même changé beaucoup de choses. Il a structuré la franchise. Depuis, en fait, le vrai début, c'est quand ils ont pris la claque contre Miami. Depuis, ça fait que progresser. Et il y a vraiment quelque chose, une dynamique dans cette équipe. On aime ou n'aime pas le style de jeu. Moi, je suis pas le plus grand fan des Broncos. Malgré tout, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une dynamique dans cette équipe. L'année dernière, ils vont en play-off, un petit tour et puis s'en va, et ils sont pas si ridicules que ça. Là, cette année, ils gagnent leur match. Ils sont first seed, ils gagnent leur premier match de play-off. Il y a une blessure bête, comme toute blessure, de Bonix, et c'est vraiment la blessure idiote par excellence. Et derrière, malgré tout, ils sont là. Je pense que ce match, ça va pas être un match de poète. Ça va être ça va être défense contre défense, et ça va être l'équipe qui va pouvoir mieux gérer en fait la défense adverse. Et malgré tout, on est sur un match qui va se jouer en altitude, et on a oublié ce facteur, le fait d'être en altitude. Et il fera froid. Oui, mais ça, les deux équipes ont l'habitude du froid. Oui, non, je te dis qu'il fera froid quand même. Et je pense que, en fait, l'altitude peut avoir sur la fin de match, si le match est serré dans le 4e quart-temps encore, ça peut être quelque chose d'assez intense. Voilà. Bon, Seb. Ok, Evelyne Delia. Alors là, c'était Haroun Tazieff plutôt, mais Bertrand qui nous dit que New England paraît plus déterminé. Alors, je ne mets pas de doute sur la détermination des Patriots à remporter le match, sur leur volonté de remporter le Super Bowl. Mais juste un chiffre pour Denver. 13. La semaine dernière, c'était leur 3e victoire sur comeback saison. Et c'était la 6e fois qu'ils accusaient du retard dans le 4e quart-temps. Et ils vont quand même chercher la victoire avec les dents contre Buffalo.
Buffalo. Si ça, c'est pas de la résilience, chers enfants, je sais pas comment vous appelez. Sur ce point-là, j'éviterai vraiment pour savoir qui en veut le plus que Denver me semble avoir une sacrée avance là. Juste une toute petite stat intéressante avant de passer à vos pronos. Enfin, une stat que moi je trouve intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les Patriots, c'est l'équipe qui gagne le plus de yards par jeu. Ils gagnent 8,3 yards par jeu en moyenne depuis le début de la saison. C'est les meilleurs dans ce domaine. Les Broncos, c'est la défense qui concède le moins de yards par jeu, 5,5 en moyenne depuis le début de la saison. On a donc un duel de numéro 1 entre une attaque qui gagne le plus de yards et une défense qui en perd le moins. On saura qui va gagner un des deux. Hein. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, eh ben, tu sais quoi? Au bout de 2 jeux, il y a le first down. Ah, c'est ça, tout à fait. Bon, le match-up qui va déterminer tout, ce sera la doublette Ramondre Stevenson, Trevelyan Anderson. Pour moi, s'il y a vraiment une bonne utilisation de Mike Vrabel sur ces joueurs-là et que la défense des Broncos cède du terrain sur ces deux joueurs-là, alors, à mon avis, les Patriots mettront la main sur le match. C'est une excellente défense contre la course, mais on l'a vu en difficulté la semaine dernière contre James Cook et même sur certaines courses de Josh Allen. C'est vrai qu'elle a été en difficulté. Elle a été capable aussi de créer des fumbles importants, mais on a vu James Cook, notamment je me rappelle sur le premier drive où il a gagné vraiment perte de yards dès le début du match. Donc, et c'était un peu surprenant parce qu'on se disait quand même, alors oui, les Bills sont très bons à la course, mais la défense était quand même censée être l'une des toutes meilleures de la NFL dans ce domaine. Donc effectivement, la façon de contenir Ramondre Stevenson et Trevelyan Anderson risque d'être capitale. Oui, mon Yaya. Et justement, par rapport à ces deux running backs, ils sont très forts en débordement. C'est-à-dire que, tu vois, plutôt que d'aller nord-sud, quand ils sont pas en nord-sud, ils vont être obligés d'y aller pour concentrer la défense et pouvoir partir après sur l'extérieur. C'est l'heure du prono, les amis. Il va falloir se mouiller. Il va falloir décider. Denver Broncos, New England Patriots. Le thème du podcast est quelles seront les équipes à aller au Super Bowl 60. Quelle sera donc la première des deux équipes à aller au Super Bowl 60? Mon cher Seb, Denver Broncos, New England Patriots, roulement de tambour. Alors moi je l'ai pas. Je salue Matt de l'Afterfoot US qui lui a des jingles qui permettent de faire des battements de cœur, tu vois, avant de répondre. Donc vas-y, mon Seb. On aurait dit Phil Collins. Je vais dire 16-13 pour Denver. Mon cher Yaya. 16-13, New England. Très bien. Et mon Bertrand. 21-10, New England. Donc 2 Patriots et un Denver. Voilà, c'est très bien. Très bien. Parfait. On sait pourquoi j'ai mis les Patriots. Oui, on sait pourquoi. C'est parce que tu as envie qu'ils perdent. Voilà. Mais ça ne marche pas, hein, tu sais. Si tu crois qu'il suffit de mettre une équipe pour que l'autre gagne, bon, non, ça marche pas comme ça. Ils écoutent pas nos pronos à la NFL. Non, mais moi, non, c'est juste que je suis nul en pronos. S'il y avait qu'en pronos, ça passerait encore. Alors, on passe aux Seahawks de Seattle qui vont recevoir les Rams de Los Angeles. Un duel de NFC West. Ah bah non, pardon. Un duel de finale de conférence pour aller au Super Bowl. Ils se connaissent bien, les deux équipes, pour se jouer plusieurs fois, au moins 2 fois par an chaque saison. Effectivement, cette saison, elle a pas fait exception. On a eu 2 duels, dont un dernier dont on se souvient presque tous parce qu'il n'était pas si lointain que ça. C'était au mois de décembre avec une victoire en prolongation des Seahawks après un comeback réussi. C'était en prime time, alors je sais plus si c'était un jeudi, il me semble que c'était un jeudi. C'était un jeudi, tout à fait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Ouais, bref. Et voilà, c'était donc le Seahawks Rams. Minute musicale. Et voilà, ça a étouffé Bertrand. Alors, juste une petite chose.
Au Sullivan, il n'y a pas de karaoké. C'est Vous dommage. pouvez venir. Vous pouvez C'est venir. dommage, ce serait sympa. Tiens, je vais proposer ça à John Booker. Ça peut être une idée qui se tient. Bref, revenons-en aux Rams Seahawks avec donc un affrontement entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Était bien placé Seb pour savoir que bien connaître son adversaire, ça peut parfois jouer des mauvais tours. Oh oui, à qui le dis-tu? Mes pauvres petits 49ers adorés ont payé le prix fort il y a une semaine, mais on va pas parler Alésia. Moi, je connais pas, je ne sais pas où se trouve Alésia, hein, n'est-ce pas? Moi, je sais où est le plateau de un- Gergovie, en revanche. un Waterloo, match-up Waterloo, c'est qui, pas alors, si qui loin est que justement de très chez nous. intéressant parce que on a 2 points de repère déjà au cours de la saison précédente et 2 matchs qui ont eu déjà 2 résultats différents entre Seattle et Los Angeles, entre le premier en début de saison et le dernier en semaine 16, je crois, si ma mémoire est bonne, et surtout 2 physionomies différentes. Et avec en plus les performances des 2 clubs au cours de ces playoffs, on peut déjà tirer que tendance. Et pour Seattle, on a pu constater, si on avait encore des doutes là-dessus, à quel point leur effectif est complet. Ne serait-ce que lors du Divisional Round, des special teams qui marque un touchdown d'entrée de jeu, une défense qui limite San Francisco à 6 points, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'en vanter cette saison, un jeu au sol en attaque qui termine avec 175 yards. La versatilité de l'effectif a été largement prouvée. Et puis, ce qui va fonctionner justement pour Seattle, ça va être de jouer sur leur force en attaque. Et leur force, c'est l'explosivité de Kenneth Walker III, et ils en auront besoin puisque Zach Charbonnet est out. Walker contre San Francisco, ça a été 145 yards en 22 portées et 3 touchdowns. Et en week 16, contre les Rams, ça a été 164 yards au total en 14 touchés de balle, courses et passes confondues. Il va être un élément cadre indispensable sur ce match pour l'attaque de Seattle. Bien sûr, Jackson Smith Njigba, qui a été discret contre San Francisco, mais en fait, comme Seattle sur ce match a pris une avance très rapide, il n'y a pas eu besoin de l'utiliser. Lors des 2 matchs contre Los Angeles en saison régulière, ça a été 17 réceptions sur 24 ciblages, 201 yards et un touchdown. Et c'est sûr et certain, on va le voir contre les Rams. Le jeu en play action également va être très important. Darnold, on le sait, il est un peu un QB polémique, n'est-ce pas Yaya? Je pense que tu en reparleras mieux que moi un peu plus tard. Mais cette saison, sur les play action, donc les feintes de course suivies d'une passe, c'est 14 touchdowns, 8 interceptions, 11,9 yards par tentative de passe et 130,2 rating. Si leur jeu au sol arrive à être menaçant avec Kenneth Walker III, la play action, ça va être une arme, mais décisive, parce qu'à un moment, les linebackers vont s'avancer, ça va créer des espaces et ça va permettre de lancer ce type de jeu. Après, est-ce que ça suffira? Il ne faut pas oublier que le péché mignon de Seattle, c'est les turnovers. 28 cette saison, dont 20 pour Sam Darnold à lui tout seul. Alors, bonne nouvelle pour les fans des Seahawks, ça fait 2 matchs consécutifs que les Seahawks n'ont pas fait de turnover. Mauvaise nouvelle pour les fans des Oula, Seahawks, ça. Seattle n'a jamais fait 3 matchs consécutifs sans turnover. Je laisse ça là. Eh bien, généralement, quand tu sors ce genre de stats, ça fait 2 matchs qu'ils sont pas faits, t'es tranquille, je le suis, ils prennent 6 turnovers, quoi. Généralement, ça marche comme ça. Généralement, ça marche Il y comme a ça. un Alors, juste potentiel avant pour que ça arrive. que Yaya et Bertrand s'expriment sur ce match, je voulais relever cette statistique de nos amis de Relève. Get Up aux États-Unis. Sur les 2 dernières saisons, je ne sais pas si vous avez vu ça, les matchs, les confrontations directes, les 4 derniers matchs entre les Rams et les Seahawks, donc sur les 2 dernières saisons, hein, c'est 109 points pour les Rams, 107 points pour les Seahawks, 1599 yards gagnés pour les Rams, 1589 yards gagnés pour les Seahawks. Et ça s'est terminé avec 2 victoires de chaque côté. Autant vous dire qu'on est sur un match particulièrement serré, mon Yaya.
Exactement. Et alors, c'est la meilleure attaque de la saison face à la meilleure défense en termes de Ouais. points. Ah bah là, c'est choc des cultures. Ouais. D'un côté, on n'a pas prononcé encore leur nom, mais il va falloir qu'on le dise. Sean McVay versus McDonald. Donc, C'est pas Ronald. Hein. Non, et les deux matchs sont des Sean contre des Mike. Donc, l'expérience de Sean McVay, il a déjà gagné un Super Bowl, et également, on va en parler également, l'expérience de Matthew Stafford, qui est en course et nominé pour être MVP face à Sam Darnold, qui a gagné son premier match de playoff la semaine dernière sans lancer beaucoup de ballons. Donc, il y a toujours. Est-ce que les doutes ont été levés sur Sam Darnold, puisque Seb m'a fait une passe décisive dessus. Je vais le dire tout de suite. Pour moi, ils sont pas levés. C'est ce match qui va dire si les doutes sont levés. S'il gagne ce match, Sam Darnold, en faisant un match plein, c'est-à-dire plus de 250 yards. Et Oui. est-ce qu'il n'est pas un peu, je vais prolonger la question et tu vas y répondre tout de suite, mais est-ce qu'il n'est pas un peu obligé de le faire parce que, comme l'a dit Seb, Charbonnet n'est pas là. Donc là, il ne peut pas se reposer sur une doublette Charbonnet-Walter. Il est obligé de se reposer que sur Kenneth Walter, qui est un excellent running back. Le problème n'est pas là. Mais du coup, comme tu n'as pas ce comité de coureurs qui peut surprendre les défenses, etc., tu vas peut-être avoir moins de jeux à disposition sur le jeu de course. Alors, on sait, non pas que je fasse une fixette sur lui, mais que Rachid Shahid peut aussi aller compenser sur un ou deux jeux de course en débordement avec sa vitesse pour aider. Mais là, on est quasiment obligé d'avoir un Sam Darnold qui passe le ballon. Il va pas pouvoir se reposer sur 35 courses de Kenneth Walter non plus. Ah mais on est d'accord, mais il va justement. Mais après, c'est là où je parlais d'expérience au coaching. Ça va être Mike McDonald de trouver quelque chose pour soulager Sam Darnold et pas le faire lancer n'importe quoi, n'importe comment. Pour moi, c'est ça en fait une des clés de coaching du match. Après, du côté de Los Angeles, on sait aller au Super Bowl. Ils ont déjà été, enfin, Sean McVay y a été 2 fois, il a gagné un titre. Il y a une équipe qui s'est bien reconstruite. Il y a une défense qui est solide, alors qui n'est pas celle de Seattle, mais qui est quand même septième. Moi, je trouve que c'est très, 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 très équilibré. Et j'ai bien peur que le côté expérience du côté des Rams puisse, dans les moments clés, faire la bascule. Même si ils avaient le match en main au dernier match et qu'ils ont laissé passer, la possibilité de gagner le first seed. Ça aurait été à Los Angeles, c'était beaucoup moins serré que ça. Là, c'est à Seattle, gros stade. Attention. Bon Bertrand, les clés pour toi de ce match entre les Rams et les Seahawks qui s'annonce, comme on l'a dit, particulièrement indécis. C'est une confrontation et un match à venir magique. Enfin, pour moi, quand je dis magique, c'est-à-dire qu'effectivement, si on reste sur les 2 derniers résultats de saison régulière, globalement déjà, ça imposait déjà une certaine marque sur la saison et sur ce qui s'est passé. On sent très bien que ces deux équipes qui sont aguerries, pour le coup, à cette joute-là, plus encore les Rams que les Seahawks. Les Rams, c'est clair, on a une équipe qui n'a pas de perte notable dans son effectif pour aborder ce match-là. On a une équipe qui sera de main de maître organisée par Sean McVay au niveau du playbook, au niveau des jeux, au niveau des surprises dans les jeux qui seront faits. On a Matthew Stafford qui est plus que prêt également au niveau de sa manière de lancer et de ses connexions qu'il peut avoir avec Puka Nacua ou Davante Adams. Et on a un jeu de course qui de toute façon est en place où les éléments principaux, Blake Corum et Kyron Williams, sont tous les deux présents et seront présents pour ce match. Je ne vais pas m'attarder plus sur les Los Angeles. On connaît leurs forces.
Et en défense, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Young, Jared Verse sont des joueurs qui, Nate Landman, qui terrorisent pas mal d'attaques depuis plusieurs matchs. Et globalement, cette équipe-là, elle va arriver le couteau entre les dents au Lumen Field. Moi, ça serait plutôt du côté des Seahawks que je vais aborder des problèmes qui vont me paraître beaucoup plus rédhibitoires pour ce match-là. Même si c'est au-delà du fait qu'ils jouent au Lumen Field et que le 12e homme a toujours une importance, ça, beaucoup d'équipes sont bien placées pour le savoir. Déjà, Sam Darnold, il est annoncé comme questionable. Questionable ne veut pas dire qu'il ne sera pas joué, mais il veut dire déjà qu'il n'est pas foncièrement à 100% de ses moyens. Deuxièmement, on a une escouade de running back qui, au-delà de l'absence de Zach Charbonnet, il y a Kenneth Walker III, mais Georges Lanier est blessé également. Kenny McIntosh est blessé également. Ça veut dire que l'escouade de running back est décimée. Il y a un joueur qui va devoir se taper tout le boulot. Donc, comme le disait bien évidemment Seb tout à l'heure, ou Yaya, avec lesquels je suis d'accord sur ce qui a été présenté, ça va également, de ce point de vue-là, être un élément très compliqué à gérer pour McDonald au moment où il va falloir développer du jeu. Je peux continuer également. Dans les absences, il y a aussi celle de Cody White, Torrey Horton, qui sont des joueurs qui, malgré tout, même si là, ça ne s'est pas vu réellement sur les derniers matchs ou sur le match de la semaine dernière, ils vont avoir leur importance aussi au moment où il y aura peut-être des jeux qui seront importants. Donc, mis tout bout à bout, avec pas mal de joueurs questionable également sur la ligne offensive, on a une équipe qui n'est pas, je dirais, au top de sa forme, comme pourrait l'être celle de Los Angeles. Si on met en perspective également l'expérience et le fait, comme j'ai déjà entendu dire Yaya sur d'autres podcasts, que Sam Darnold, il faut quand même enchaîner 3 matchs de suite pour accéder à la plus haute marche, globalement, ça me fait dire que Los Angeles a quand même un petit billet d'avance, on va dire, sur cette future rencontre, en tout cas pour accéder de nouveau à un Super Bowl, et qui pour moi, vu l'effectif et vu le jeu développé de la part de Los Angeles, ne serait que mérité au final. Alors c'est bien parce que Bertrand va me faire une passe décisive, parce que je voulais justement relever ce point-là, et on nous l'a fait remarquer, et j'avoue que moi, je n'y avais pas fait attention. Et, dans les derniers podcasts, on nous a dit, alors il y a Ryder notamment qui me l'a dit, il y a Nicolas aussi qui me l'a dit par mail, qu'il trouvait qu'il y avait une sorte de, je vais pas dire de manque de respect envers les Seahawks, mais qu'on banaliserait leurs performances, ou tout du moins qu'on ne les verrait pas aussi forts qu'ils ne le sont. Et c'est vrai que, alors personnellement, c'est pas du tout mon cas, et je pense que dans l'équipe ici, il y a personne qui trouve les Seahawks pas très forts, au moins Seb depuis la semaine dernière. Mais mais c'est vrai que quand j'ai réécouté les podcasts où on parlait des Seahawks, c'est vrai qu'on met toujours presque plus de bémol sur les Seahawks que sur les autres équipes. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a une explication. Alors je tiens à rassurer tout le monde, fan des Seahawks comme pas fan des Seahawks, on trouve leur saison, enfin moi je parlais pour moi, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, on trouve que leur saison est excellente, il n'y a pas de souci là-dessus. S'ils vont au Super Bowl, ils l'auront largement mérité. Ils ont battu des très belles équipes en saison régulière, ils ont fait un très bon match de play-off. C'est clairement l'une des meilleures, si ce n'est l'équipe la plus équilibrée de toute cette saison 2026. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui, mon Yaya? Alors moi, je vais prendre la parole puisque, alors, moi, par rapport aux Seahawks, clairement, mon bémol a toujours été le même, c'est Sam Darnold. Et tant qu'il m'aura pas prouvé que il allait chercher les titres, c'était ça en fait moi mon bémol. Après, que l'effectif soit bien construit, que Mike McDonald ait amené un 109, ils ont été malins de prendre Sam Darnold justement parce que c'était un quarterback qui correspond certainement à sa philosophie plus que Geno Smith, et on a vu ce que ça a donné Geno Smith cette année aux Raiders. L'an passé, moi j'avais des doutes sur cette équipe, et puis il ne faut pas oublier que
Metcalf et comment il s'appelait l'autre receveur Lockett. Lockett, Tyler Lockett. ils sont partis tous les deux. Donc on s'est dit oui. Est-ce qu'il rend encore la performance encore plus forte du coup. Ouais, tout à fait. C'est que eux, ils ont vu des choses que nous, on n'a pas vues. Donc, c'est toujours pareil. Gagner quand t'es pas attendu, c'est une chose. Ça, c'est tes cheveux. Ça t'empêchait de voir bien. Alors, maintenant que je suis. C'est ta frange. Alors, juste, chers auditeurs, vous ne le Dirais voyez Pollux. pas, mais depuis 2026, j'ai pris l'option rasage. Je passe la tondeuse maintenant, donc je ne fais plus semblant. Mais plaisanterie mise à part, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, il faut gagner, et au moment où c'est le moment. Donc, la semaine dernière, ils ont fait un vrai statement. Le bémol, c'est qu'effectivement, sans faire offense aux Niners, ils étaient tous en déambulateur, le peu qui était valide. C'était voilà. Là, c'est un vrai choc face à une équipe qui est au complet, et on va voir ce que ça va donner. Et est-ce que ils vont aller chercher la victoire? C'est ça, c'est aller chercher le titre, la victoire. Oui, mon Seb. Excuse-moi, il faut que je rajoute un truc. Tu dis ils ont battu les Niners en déambulateur et ça. Non. Ils ont battu les Niners parce qu'ils étaient bien meilleurs qu'eux. Point. Je veux dire, ils leur ont déjà fermé la bouche 2 semaines avant. Premier tour de playoff, les Niners quand même. Ça. Et il y avait ils ont George poutré Kittle. Philadelphie. En semaine 18. Et George Kittle, ils ont les Niners poutre Philadelphie au premier tour de playoff. Il y a un match aussi contre Chicago quand même où San Francisco s'impose durement, s'impose vraiment franchement, pardon. Et ensuite, lorsque Seattle retrouve San Francisco en divisional round, non seulement ils les battent en nouveau, mais en plus ils leur collent la tête sous l'eau. Non, ils les ont pas gagné, ils n'ont pas battu les Niners parce que les Niners étaient en déambulateur, ils les ont battus parce qu'ils étaient meilleurs et bien meilleurs. Alors peut-être que effectivement, j'entends ce que j'ai répondu à Ryder à ce sujet, et je lui ai dit tout bien que je pensais, c'est dit sans ironie aucune, hein, des Seahawks sur notre Discord, mais effectivement, peut-être que en fait, on regardait ailleurs, parce que ne serait-ce que dans la NFC West, on était un petit peu hypnotisé par le défi général de qui allait terminer premier, peut-être parce qu'on avait un petit peu trop l'œil sur les difficultés de Philadelphie au lieu de regarder Seattle qui gagnait, d'autant que Seattle, là, il faut bien sûr qu'on batte notre coulpe là-dessus. Quand on reprendra nos pronos de début de saison, je pense qu'on s'en mordra les doigts, mais on les voyait, enfin, je ne vais pas dire au fond du trou, mais on les voyait franchement pas jouer un rôle, même pas un rôle de premier plan, jouer un rôle au cours de cette saison. Ils ont le premier seed, ils sont tête de série numéro 1. Il est temps de mettre un peu de respect sur leur nom et d'aborder ce match comme étant réellement un match de numéro 1. Très bien. Juste avant qu'on donne les pronos, il va y avoir aussi un match-up intéressant, et je sais que là, ça va faire plaisir à Waïk, à Brice Jacques, André Coquin, à tous ceux à Mathieu aussi de l'Afterfoot US, qui alimentent ce débat. On va avoir enfin un affrontement en play-off entre Jackson Smith-Njigba et Puka Nacua pour savoir quel est le meilleur des deux receveurs. Voilà. Et je sais que ça anime leur débat toutes les semaines. Qui est le meilleur entre JSN et Puka Nacua? Voilà. Bon, là, on va avoir Moi, j'ai une question. confrontation J'ai une directe. question comme ça. C'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? Merci pour cette question. Mais pendant qu'on est en train de parler des receveurs, moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que les performances de Davante Adams vous inquiètent dans ces playoffs? Il revient de blessure. Je vais rappeler ses stats. C'est 19 targets, 7 réceptions, 96 yards, aucun touchdown. Alors qu'on sait que c'était l'une des soupapes de sécurité, si j'ose dire, de Matthew Stafford, notamment en red zone, depuis le début de la saison. Alors, je vais rappeler ses stats contre Seattle cette saison, parce que c'est assez drôle. Il a joué qu'un seul match, il n'a pas joué celui du mois de décembre parce qu'il était blessé, mais dans le premier match, le 16 novembre, il a fait une réception sur 8 targets, une réception Davante Adams, 1 yard, un touchdown. Voilà. Voilà, c'est tout, passe d'un yard,
touchdown. C'est la seule fois où il a attrapé un ballon. Est-ce que ça vous inquiète, vous, ces statistiques de Davante Adams, qui semble quand même... Enfin, le match contre Chicago, il gagne une 20aine de yards, pas plus, quoi. Oui, mon Seb. Expert. Moi, il n'y a pas que Davante Adams qui m'inquiète. Moi, il y a tout le rendement offensif des Rams en playoff. En playoff, Stafford, c'est 52,4% de réussite de complétion de passe. C'est 80,6 de rating. C'est pas terrible. Adams, tu as rappelé ses statistiques, 7 réceptions sur 19 targets. Pukanakua, invisible pendant l'overtime contre les Bears. Est-ce qu'on n'aurait pas une attaque de Los Angeles qui est en train de manquer de punch au moment critique? Je pense que la question, elle mérite d'être posée et que ce Alors après, on va te dire, ils ont joué dans des mauvais moments. Ils ont joué dans des conditions difficiles, Oui, que ce soit alors, contre les Panthers certes. s'il pleuvait, contre les Bears il neigeait et il faisait très froid. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas les conditions qui ont aussi un peu perturbé cette attaque? Mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu les stats de Davante Adams, je me dis, c'est même pas qu'il n'a pas été visé. Et puis, c'est même, je me rappelle notamment contre les Panthers, il y a des passes qui sont visiblement surdosées ou sous-dosées. Il y a un vrai problème de connexion entre Matthew Stafford et Davante Adams à ce moment-là. Et c'est peut-être ça qui peut être un petit peu inquiétant, surtout contre une défense aussi bonne que les Seahawks. Non, t'es pas inquiet, toi. Non, parce que les grands joueurs se révèlent dans les grands matchs, c'est ça que tu as dit. Non, moi je pense que c'est plutôt Stafford, moi, qui doit step up plus que Davante Adams, parce qu'effectivement il doit plus catcher de ballons, avoir un meilleur ratio. Mais je me dis que à un moment ou un autre, ça va arriver. Après, les passes pas catchées, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas tout de la faute de Davante Adams. Hein. Si la passe est surdosée, il l'aura pas, hein, de toute façon. Et c'est aussi bien qu'il veut. Hein. Est-ce que les ballons sont pas envoyés à lui un peu les plus difficiles, parce que on sait que ce sera, il y a plus de chances que lui les attrape. Moi, après, il y a aussi une chose, c'est que là-dedans, Parkinson, qui ne tremble pas, il l'a fait à chaque fois. Hein, oui, a pris beaucoup plus de poids dans l'attaque aussi. Donc, c'est une question d'équilibre. Mon Bertrand. Moi, je suis pas du tout, mais alors du tout inquiet vis-à-vis de la production de Los Angeles. Mais alors pas du tout, pour la simple bonne raison que on pourrait mettre les conditions météorologiques sur le tapis, et là c'est sûr que c'est annoncé 43 Fahrenheit avec un soleil a priori radieux. Donc alors bon, une lune. Comment? Ce sera une lune, parce qu'un soleil à l'heure du match. Oui, enfin, en tout cas, il n'y a pas de pluie annoncée ou de neige. C'est pas la tienne lune, ça va. D'ailleurs, condition que ça avait été un peu plus dantesque, aurait pu servir justement les intérêts des Seahawks dans ce match-là, puisque on sait bien que les Rams sont plus habitués à un SoFi Stadium, où j'ai pu avoir eu l'occasion de voir comment ça se passait, bien ça, couvert. voilà, c'est juste, tu vois, Bertrand, il est comme ça. Il veut nous exposer ses vacances en Californie pour faire du Vince qui nous expose ses vacances dans le Colorado. Tu vois. Vas-y, mon Bertrand, explique-nous ce que tu as mangé en Californie. Du chili de bison, également. Alors, est-ce que tu as été chez In-N-Out Burger? Voilà. Est-ce que tu as été chez In-N-Out Burger? Parce que il paraît que je suis passé à côté de ce fameux In-N-Out Burger, mais j'ai pas mangé là-bas, non, effectivement. Ah, d'accord. Et effectivement, on peut voir les avions qui passent très proche du In-N-Out Burger. Bon, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir manger. Mais le but n'était pas de mettre en avant mes vacances à Los Angeles, heureusement. Je n'en suis pas là, tu sais, Flash, je n'en suis pas à ce niveau-là. Je sais bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de Los Angeles, les grands joueurs seront là au grand moment. Et les grands joueurs, c'est Nakua, c'est Davante Adams et c'est Matthew Stafford. Les conditions seront parfaites pour pouvoir jouer au foot ce jour-là. Il n'y a pas de quoi se mettre péril dans la demeure. Et de toute façon, il y a vraiment un seul facteur qui va être déterminant de ce résultat, de ce match-là et de ce jour-là, c'est Sean McVay. Et moi, j'ai toute confiance en ce bonhomme qui a prouvé
si ce n'est plus d'une fois, qui savait manager une équipe, qui sait comment aborder un match de playoff, qui sait comment aller au Super Bowl. Et ça fait déjà toute la différence, rien qu'avec McDonald, à qui on doit mettre tout le crédit d'une super saison régulière avec les Seahawks, de performances qu'ils ont fait tout au long de la saison, qui étaient magnifiques, des highlights de la part de Jackson Smith-Njigba, qui étaient magnifiques aussi, mais une saison régulière, c'est pas le Super Bowl et c'est pas une qualification au Super Bowl. Et quand je vois l'équipe de Los Angeles, je vois une équipe qui est en accession au Super Bowl et qui, à mon avis, fera plus que d'y accéder d'ailleurs. Et ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Une question en un mot, mon Yaya. Tu fais confiance à Sean McVay? Toujours. Ben, comment tu peux faire confiance? Je crois que tu faisais jamais confiance au mec qui portait des pantacours. Alors, faut choisir. Oui, mais alors lui c'est le seul parce qu'avec Ah ouais, c'est l'exception. voilà. Mais alors tu vois, il porte mieux le pantacourt que McDaniel. Qui va le reporter justement à Los Angeles, mais du côté des Chargers. Ah, c'est vrai qu'on va peut-être avoir un derby de pantacourt. Ah ouais, non mais. Ah ouais. Ça va être fun. Qu'est-ce qu'on va se marrer en 2027, moi je vous le dis. Ça va être sympathique. 2026, pardon, la saison 2026 déjà, avant la 2027. Bon les amis, c'est l'heure du pronostic. Rams, Seahawks, Rams plutôt. Qu'est-ce que je te sers, mon Yaya? Allez, j'aimerais bien que ce soit les Rams quand même. Mais ouais, les Rams. Les Rams dans un match assez serré. Donc là, tu fais pas ta psychologie inversée, tu dis les Seahawks pour avoir les Rams, c'est ça, toi? Bah non. Donc pour toi, le Super Bowl, c'est Patriots-Rams. Ouais, encore. Ça nous avait bien réussi la dernière fois. Oui, et ça avait été une franche réussite. J'y ai repensé, je m'excuse, hein, Yaya, mais j'y ai repensé là, en y pensant, je me dis putain, si c'est Patriots-Rams, quand je me souviens du dernier Super Bowl de cette confrontation-là, il fallait s'accrocher pour regarder. Avec le 3 partout à la mi-temps, ouais, c'était beau. Ouais. Tu préfères un Seahawks Broncos? Ah ouais, ah bah carrément. Un Stidham d'Arnold Bowl? Ah bah oui. Bah oui. Mais qui veut pas un Stidham d'Arnold Bowl? Enfin, franchement. Bon, donc Rams Patriots pour toi, mon Bertrand. Et le score de Yaya, c'est quoi? Oh, tu sais, il a trop bu pour donner un score. 25-23. Ok. Vas-y. Los Angeles, 34-28. Qui passe. Los Angeles, 34-28. Donc ce serait pour toi un Rams. T'avais dit qu'il fait Patriots. Rams Patriots. Rams Patriots. Et toi, mon Seb? Tu vas faire un Seahawks de Broncos pour embêter tout le monde. Non, moi je donne prime à l'équipe à domicile là, sur ce coup-là parce qu'on est à Seattle et que le 12e homme c'est pas une légende. Donc je dis Seahawks 31-28. Et donc une finale, enfin c'est un Super Bowl, oui, ou une finale. Une finale. T'as entendu ça, Seb? Une finale, il a dit une finale. Il s'est arrêté à temps. Une finale, c'est bon. Attends. Une finale, c'est ok. C'est la finale du championnat. La finale du championnat. Exactement, la finale du championnat. Bah oui, voilà. C'est donc ils sont en finale, oui, c'est bien ce que je dis. J'ai une question d'ailleurs, attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut rétablir la peine de mort pour finale du Super Bowl? Oui, ça c'est. Voilà, d'accord, on le fait ça. Jusqu'à preuve, les auditeurs seront témoins moi, que je n'ai jamais prononcé ça. Voilà, ok, on est d'accord. Donc, chers auditeurs, on compte sur vous pour propager la bonne parole. Voilà. On impose de manger du chili de bison. Et pour rappeler que je n'ai jamais prononcé ces mots, j'ai juste dit en finale. Donc oui, ils sont en finale. Les Seahawks de Seattle, donc, qui pour toi affronteraient les Broncos de Denver. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Et le fameux Stidham d'Arnold Bowl. Arnold Bowl, voilà. Oui, ce serait tellement sympathique. J'aurais été les Broncos, j'aurais récupéré Tim Boyle. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. C'est Denver, Pourquoi pas? C'est Broncos Rams qu'il n'y a jamais eu au Super Bowl. Broncos Rams, il n'y a jamais eu.
Ouais, c'est Ouais. ça. C'est la seule des 4 qui est inédite, qui serait inédite parce que les Seahawks et- se souviennent encore d'avoir joué les Patriots en finale, je pense. Oui. Rappelez-moi juste celui qui a fait une pige là chez les Colts là, à la fin. Philippe Rivers. Philippe Rivers. À la fin de la saison. Mais voilà, moi, j'aurais bien vu Philippe Rivers chez les Broncos juste pour venir pour le match. Ça aurait été rigolo de voir un retraité essayer Non, de mais faire c'est bon. quoi que ce Et soit. alors, attends, Ils ont voulu ramener Peyton Manning. il est grand. Et Philippe Rivers, il est grand-père. Il a signé, c'était juste pour avoir la couverture médicale 5 ans supplémentaires, tu vois. Et avec tous les enfants Oui, qu'il bien a, c'est ce qu'il lui faut. Hein. Est-ce que vous avez vu cette stat? Alors, Yaya, je sais que oui, parce qu'il a liké la vidéo du boss, mais je vais quand même la donner pour ceux qui l'ont pas vue en podcast, enfin sur Instagram. Avec une victoire à Seattle, les Rams seraient seulement la 5e équipe non championne à se qualifier pour le Super Bowl depuis 2002. Non championne de division. Non championne de division. Ouais, Les ouais. derniers à l'avoir fait, c'est les Pittsburgh Steelers en 2005, les New York Giants de 2007, les Green Bay Packers de 2010 et les Tampa Bay Buccaneers de 2020. Particularité 2020. pour ces 4 autres équipes, elles ont toutes remporté le Super Bowl. C'est Eh oui. la petite information, puisque rappelons que les Giants de 2007 ont gagné le Super Bowl. Hein. Avec un certain... Bref, on va pas revenir sur le... Tu peux. Fais-moi plaisir. Avec quelqu'un Vas-y, qui n'est vas-y, pas c'est bon, au c'est bon. Hall of Fame. Merci mon Seb d'avoir été avec nous. Merci mon Bertrand. Merci mon Yaya. On vous dit merci à tous. On se retrouve donc dimanche 21h pour le live entre les Broncos et les Patriots. On va essayer samedi matin de vous publier un petit podcast Paris Sportif, soit avec Flo, soit avec Wake, pour revenir sur tous ces matchs et vous donner les meilleurs choix Paris Sportif pour les 2 finales de conférence. Normalement, ça doit sortir samedi matin. Et dimanche, on se retrouve pour le live sur Twitch et sur YouTube pour commenter les Broncos face aux Patriots à 21h. Merci les amis et on se dit à très très vite sur The Playoffs. Salut tout le monde.